Voilà. Et donc, du coup, comme je disais, hein, bienvenue dans ce sixième épisode des chroniques BD du Laura, de moi. Donc, pour rappel, où je présente les bandes dessinées que j'ai pu lire durant le mois dernier, donc durant le mois de juin. Et coucou Nico, comment ça va? Donc, ce mois-ci, bonne dizaine de titres encore, hein, à peu près comme d'habitude, mais ce sera surtout dans le registre des super-héros, hein. On va parler de héros masqués qui sauvent la veuve et l'orphelin. Encore que pas toujours, on le verra. Et donc on va commencer tout de suite, et c'est parti. Ouf. Du coup, le premier titre, ce n'est pas des super-héros, hein, ce sera c'était des super-héros du quotidien. Donc avec le titre Au nom du pain. Ben, coucou Bob. Donc Au nom du pain, c'est une bande dessinée que j'ai pu lire en pré-publication. C'est une bande dessinée où on va suivre l'histoire d'une famille de boulangers au moment de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu avant l'arrivée des Allemands, toute l'installation de cette famille dans cette petite ville du bord de mer, puis ensuite l'arrivée des Allemands et comment ils arrivent à cohabiter avec les rationnements, justement ils doivent fournir aussi le pain aux Allemands, et on découvre un petit peu tout ce genre de choses. La série va être découpée en deux cycles de deux albums qui va suivre cette famille et ça va suivre à peu près aussi 30 ans de la vie du pain, enfin de cette famille. Donc au niveau des auteurs, on a le scénariste Jean-Charles Gaudin. Jean-Charles Gaudin, donc c'est un monsieur qui a créé le personnage de Mardissa en bande dessinée. Il l'a aussi créé, je vais regarder, je prends les notes, hein. Il a adapté voilà la Fanfare Royale en bande dessinée, puis il a aussi fait quelques coucous sur les séries concept de chez Soleil, Les Maîtres Inquisiteurs et Android. Et pour le dessinateur Steven Lejeune, lui, il a bossé sur une dizaine de titres, donc la plupart me disaient pas grand-chose, hein. Il y avait des chroniques de sillage, ça me parle, mais bon, c'est des petites histoires, c'était des nouvelles sur le monde de sillage. Il a adapté les chansons de Johnny Hallyday, pourquoi pas. Oui, ça existe en bande dessinée, les chansons de Johnny. Et il a aussi fait une adaptation de film et d'un livre qui était Donne-moi des ailes. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette bande dessinée? Déjà, on va mettre quelques images. Donc, c'était une histoire qui était plutôt quand même réussie sur cette vie de cette famille. Et puis surtout, durant la Seconde Guerre mondiale, hein, ça permet de voir un peu comment ça se passe au niveau du peuple. Euh, voilà, on voit comment ils sont débrouillés pour s'en sortir par rapport à l'arrivée des Allemands. Ce qui est bien, c'est que l'histoire prend vraiment le temps de nous présenter tous les personnages, hein. On n'arrive pas directement dans le... Enfin si, on arrive directement dans l'histoire, mais derrière on a un petit flashback pour nous présenter bien les personnages, euh, la ville, on suit pas que, on suit principalement la famille, mais il y a aussi, il y a vu que la boulangerie c'était quand même, et je pense que ça l'est encore pas mal aujourd'hui, un point central dans, dans un village, puisque tout le monde va à la boulangerie, enfin la plupart des gens vont à la boulangerie acheter leur pain, donc on voit aussi les différentes personnes qui composent cette ville. Les dessins, ils sont quand même super propres. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas mon style trop d'histoire, mais quand même pour un tome 1, pour une nouvelle histoire, c'était quand même pas mal. J'ai plutôt bien apprécié. Donc du coup, c'est disponible déjà depuis le 6 avril. C'est vrai que ça date d'un petit moment, hein, je l'ai terminé qu'au mois de juin. Et c'est donc publié par Glénat. Hop, et passons tout de suite à la suite. Voilà. Et là, on commence avec les super-héros. Bon, pas le meilleur, hein. Ce super-héros-là, hein, ce scumbag, hein. De toute façon, on le voit bien, hein, sur cette couverture, hein, un petit peu de manière un peu dégueulasse, hein, une clope au bec, une dent en or. Bon, pourquoi on voit ce genre de personnage? Parce que ça nous permet de faire la connaissance de ce monsieur, Ernie Ray Clémentine, qui a la particularité d'être complètement con. Voilà, oui, faut le dire, il a le QI d'un enfant de primaire. Il aime beaucoup trop l'alcool, trop, hein. Il aime aussi la drogue, oui, toujours dans l'excès. Voilà, chez lui, il est resté dans le mode Six, Sex and Son. Non, and Drugs. Six Drug and Sex, Drug. Ah! Je vais y arriver, on reprend. Sex, Drug and Rock and Roll. Ouais, en anglais, en plus, je galère.
Et donc ce monsieur, il se retrouve à s'injecter complètement par hasard un produit qui va faire de lui le sauveur du monde, le dernier espoir de l'humanité. Tout un Derrière ce type complètement tordu, on a Rick Remender. Donc Rick Remender, je vous en ai parlé le mois dernier. Voilà, on va essayer de trouver, on va essayer de mémoire de faire les titres. Fear Agent, Lao, Deadly Class, adapté sur Netflix, par Netflix en tout cas, je crois. Secret Avengers, Uncanny Avengers, Uncanny X-Men. Je prends les notes, allez tant pis. Black Science, Tokyo Ghost, que j'avais trouvé ça super bien aussi. Captain America, The Punisher, et j'en passe. Et au niveau des dessins, on aura, comme j'ai écrit, plein de dessinateurs, donc on va quand même les citer. Allez, j'ouvre le livre. On a Lewis LaRosa, Andrew Robinson, Eric Powell, Roland Boschi et Wes Craig, puisque dans chaque chapitre, ce sera un dessinateur différent. Euh, à l'origine, c'était Lewis LaRosa qui devait tout dessiner, mais suite à des problèmes de dos, il a vu avec Remender pour pouvoir finalement être remplacé. Remender, il a appelé tous ses copains. Bon, l'histoire ensuite, il y aurait aussi quelques différends entre La Rosa et Remender sur des royalties à payer. Hein. Ça s'est fait via tweet interposé, mais tout est rentré dans l'ordre. Et puis j'ai envie de dire, ceci ne nous regarde pas. Donc, voici quelques images. Donc, ce scumbag, hein, c'est quand même un énorme délire. C'est absolument fantastique à lire. C'est complètement barré, complètement con aussi, à l'instar du héros. Euh, c'est absolument génial si on accroche au délire. Bien entendu. Après, sinon, ça reste juste un récit héroïque bas du front. Mais quand on kiffe, quand on aime bien, hein, c'est fun. J'aurais été quand même un poil plus loin quand même dans l'utilisation des super pouvoirs de Ernie, puisque ça reste assez survolé, hein. Mais bon, ça passe bien, c'est du gros bon délire, hein. Ouais, chaque chapitre illustré par un dessinateur différent, ça aurait pu être gênant, hein. D'ailleurs, je vous ai mis des dessins de chaque dessinateur. Surtout qu'en plus j'adore Lewis Larossa au niveau de ses dessins. On l'avait retrouvé sur le run dont j'avais parlé à un moment. C'est un run de Jeff Lemire sur Bloodshot. C'était lui qui dessinait et moi j'adorais, hein. Donc là je le retrouve, mais malheureusement il fait que le premier chapitre. Mais derrière les autres s'en sortent bien. Et ce qui est bien, c'est qu'entre le style graphique chaque dessinateur, elle change pas du tout au tout. Par exemple, le chapitre 5 et le chapitre 20, les dessins n'ont rien à voir, mais c'est amené progressivement avec le 2, 3 et 4. Du coup, ça fait pas une transition trop floquante. En plus, on voit bien que Remender connaît bien ses dessinateurs, on voit quand même des styles même dans le découpage. Et pour garder cette unité, nous n'avons qu'un seul coloriste, donc Moreno Dinizio, qui maintient l'ensemble aussi en place. C'est un premier arc, l'histoire ne se termine pas, hein. Pour l'instant je crois qu'il y a 13 chapitres aux États-Unis. Donc on a un tome 2 qui apparaît, qui s'appellera Moonflower. Je ne sais pas quand il sortira. Donc c'est sorti, c'est déjà disponible, c'est par Urban Comics, donc c'est toujours en cours aux États-Unis. Passons à la suite. Et j'amène le Optic Squad. Donc Optic Squad, on quitte le registre super-héroïque pour arriver sur une équipe d'agents de l'ONU qui font différentes missions, qui s'infiltrent dans différents groupes politiques ou terroristes pour faire les différentes missions, on va dire maintenir la paix et sauver le monde, hein. La veuve et l'orphelin, eux aussi finalement c'est des genres de super-héros du quotidien au niveau des agents. Par contre, on est dans le futur, on est en 2098, et les agents infiltrés ont la particularité d'avoir un implant dans l'œil qui permet de filmer et d'entendre, enfin d'avoir une équipe en backup qui peut voir et entendre tout ce que voient et entendre les agents. Et on peut aussi leur injecter quelques drogues si jamais il y a le cœur qui part en fibrillation, paf, une petite drogue pour calmer tout ça, ou l'inverse, si commence à s'endormir, paf, un peu d'adrénaline. Euh, voilà, c'est la particularité de ces agents.
Au scénario, on a un auteur qui fait pas mal de SF, Sylvain Runberg. Il fait même pas mal d'anticipation en imaginant des futurs plus ou moins éloignés et plus ou moins différents. Par exemple, dans celui-là, on a un New York qui a les pieds dans l'eau, hein, un genre de Venise new-yorkais du futur. Donc on l'a retrouvé ces dernières années sur On Mars, aussi qui se passe sur Mars. Les Chroniques d'Undorior, que les Dominants aussi, et c'est l'auteur, enfin co-auteur d'une excellente série de science-fiction que je conseille à tous, que ce soit en termes de dessin et puis de scénario, Orbital, où on suivait déjà aussi des agents infiltrés. Non, des agents tout court, c'était pas forcément infiltré. Ils étaient même pas du tout infiltrés, c'était des agents. Et au dessin, c'est Stéphane Bernas. C'est sa deuxième série complète. Enfin, complète. Alors, peut-être une suite. On verra après. La première, c'était un diptyque d'anticipation qui était appelé 2021. Voilà, anticipation. Moi, je pense il s'est assez planté dans ce qui s'est passé en 2021. Et on avait vu auparavant sur quelques tomes de Zombie Nephrology, Sherlock Holmes Society. Donc, hop, pouf, pouf, on passe au dessin et à la vie. Dans les deux premiers volumes, puisque ça c'est quand même le tome 3, on suivait à chaque fois une histoire différente. On suivait toujours le même personnage, Catherine, mais dans des situations différentes avec toujours un fil rouge. Dans ce tome 3, on est sur la résolution du fil rouge. Donc c'est très bien. Moi, on a toute la réponse à nos questions. Qu'est-ce que je veux dire d'autre aussi? Euh, Beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions. Déjà qu'il y en avait beaucoup dans les tomes précédents, mais dans celui-là, encore plus. Mais c'est pas plus mal hein, aussi, hein, ça déménage bien. J'aime beaucoup ce monde du futur, donc de 2100, quasiment 2100, imaginé par Runberg. Hein. Ça dépayse pas tant que ça, hein. C'est assez proche enfin, c'est de l'anticipation crédible, avec suffisamment de doses de SF pour dépayser. Hein. Comme l'implant dans l'œil, l'Optic Squad. Les personnages qu'on rencontre sont quand même tous assez caricaturaux, mais au moins ils sont quand même un peu développés. Après, la ligne de conduite qu'ils avaient au départ, ils gardent cette ligne de conduite jusqu'à la fin. Gros bémol sur Catherine, sur le personnage principal, qui est beaucoup trop forte. Et ce n'est pas expliqué pourquoi elle est aussi balèze au niveau, bah, elle panique jamais, tout se passe bien, et Bob, tu aimes bien graphiquement. Ouais, j'aime bien aussi, il y a une espèce de contraste qui se fait entre les couleurs et les noirs. Et j'aime bien aussi, le découpage est sympa. Euh, voilà, moi en tout cas ça marche complètement avec moi. C'était Optic Squad, l'arc est terminé. Peut-être qu'il y aura une suite, j'en sais rien. Je sais pas du tout ce qui va advenir, mais en tout cas, c'était une vraiment très bonne série. C'était efficace dans ce qu'il racontait et comment il le racontait. Juste l'héroïne qui est un peu trop efficace, mais ça passe complètement à l'issue des trois volumes. Donc, bah, c'est disponible chez Rue de Sèvres. Hein, et on va. S'il y aura un tome 4 un jour, c'est pas forcément nécessaire, l'histoire se conclut. Elle peut avoir une suite, mais à voir. Voilà pour Optic Squad. Et Et l'on repart avec les super-héros, avec Radiant Black. Radiant Black, on raconte l'histoire d'un écrivain qui a un peu raté sa carrière, hein, il n'a jamais rien publié d'ailleurs comme écrivain. Il est obligé de revenir vivre chez ses parents, et à un moment, dans une soirée, il tombe nez à nez à un mini trou noir qui lui donne un costume et des pouvoirs, le pouvoir de voler, le pouvoir de télékinésique, pouvoir taper fort. Euh, voilà, il a des pouvoirs en trouvant sur un trou noir, pourquoi pas. Donc, étant donné quand même qu'il y a plusieurs scénaristes et dessinateurs tout au long du volume, je me suis concentré sur les deux créateurs, Kyle Higgins le scénariste et Marcelo Costa le dessinateur. Donc, Kyle Higgins, il est connu pour des comics Batman, Nightwing aussi. Il a aussi fait du Power Rangers et bien évidemment, il a fait son petit détour par Marvel comme beaucoup de monde, hein, DC, Marvel, hein, c'est l'école classique. Et son comparse Marcelo Costa, c'est un Brésilien qu'on retrouve plus en tant que coloriste que dessinateur.
Et enfin, en tout cas dans l'univers des comics, hein. Et malheureusement, bah, voilà, j'ai trouvé seulement sa trace en tant que dessinateur du comics self-made. Les comics Power Rangers sont sympas et viennent d'être traduits en FR. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, ah non, c'est pas Delcourt qui publie les Power Rangers, c'est iComics. Je présenterai un titre iComics qui est une petite maison d'édition qui a pas mal de titres sympathiques. Je pourrais revenir après au moment où je parlerai de l'autre bande dessinée. Hop, j'essaie d'y penser, je mets ça dans un coin de ma tête. Du coup, pour Red and Black, qu'est-ce qu'on pense de ça? Voici déjà quelques images. Euh, je vais quand même reconnaître que j'étais moyen chaud à l'issue du premier chapitre, hein. Tout simplement parce que tout, tout ce que j'avais pu lire sur Red and Black au départ, c'était que c'était comme Invincible. Invincible, dont je présente quasiment un tome assez régulièrement. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette première partie, hein, c'était comme Invincible. Mais du coup, pourquoi aller lire Radiant Black alors que, Invincible, c'est vachement bien? Heureusement, les autres chapitres derrière, la hype monte tout doucement, le récit prend son envol, se détache un peu plus d'Invincible, même si Invincible reste toujours dans un coin de l'esprit, hein, ça y ressemble, mais il arrive à se différencier suffisamment, et pour rendre le truc, à la fin du chapitre 4, on est là à dire ouais, je veux savoir la suite. Et malheureusement, il faudra attendre le prochain volume, puisque c'est toujours en cours de publication aux États-Unis. Voilà, donc après, voilà, il y a un chapitre 5 qui continue un petit peu l'histoire, et un chapitre 6 qui parle d'un passé d'un autre personnage, donc on est un peu bloqué à la fin des chapitres, on dit non, je veux savoir la suite. Après voilà, on reste sur du récit classique de super-héros, hein, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal, et il sort pas beaucoup du lot, même s'il y a un petit match-up qui se fait à la fin, un petit crossover, je peux pas en dire plus, sinon ça spoilerait un peu trop. Le jour où le tome 2 sortira, tant pis, hein, je spoilerai à ce moment-là le tome 1, mais pour l'instant, il y a un petit truc qui va faire suffisamment se différencier d'Invincible, pour continuer à le nommer, hein, parce que son nom plane. Donc on verra bien ça, les coms on les a déjà vus un peu partout, mais c'est bien fait, faut quand même reconnaître. Le changement de scénariste aussi, de dessinateur qu'il y a au milieu d'album, bah, c'est pas déconnant au vu de l'histoire. Carrément pas, hein, même si le côté graphique du dernier chapitre, je vais quand même vous le montrer parce que je vous l'ai pas mis, c'est un peu dérouté. Après, on n'est pas je suis dérouté par rapport au chapitre précédent, parce qu'on n'est pas non plus sur du décorum comme j'en avais parlé. Voilà un peu les dessins qu'on a. Donc là, vous pouvez un peu comparer, on voit qu'on n'a pas tout à fait la même chose. Bon, un peu plus loin, top, tenez, hop, une petite case. Hop. Voilà pour ce dernier chapitre, ce chapitre 5. 6, 5. Ce dernier chapitre. Voilà, on va s'en sortir comme ça. Donc au final, bah, assez emballé par ce super-héros. Pas trop au début, puis la hype est montée, et en fait, c'est très bien. Donc c'est publié chez Delcourt. Et c'est bien, il y a bien 6 chapitres, c'est écrit derrière, sur 4 scènes de couverture. Marcelo Costa a fait du Firefly, l'arrière me le dit, je ne savais pas. Firefly, excellente série de science-fiction, au demeurant. Et ils sont au héros suivant. Et celui-ci, vous le connaissez puisque c'est Batman, hein, voilà. Si vous avez fait le Kitsune Dungeon la semaine dernière, hein, vous avez sûrement touché à Batman, donc vous connaissez un petit peu plus l'univers. Et c'est très bien puisque est sorti début du mois de juin, le meilleur de Batman chez Urban Comics. Donc on a le droit à 3, 4, 5, 10 albums de Batman sont le meilleur de Batman. Il en manque un ou deux peut-être, mais tous les autres récits a priori sont pas mal. Moi j'en aurai que 4. Donc je vais vous présenter ça, puis je vous parlerai en fait plutôt un peu plus tard de tous les récits que je n'ai pas pu présenter. Donc on commence avec ce cœur du silence. Euh, donc globalement, le méchant silence est de retour et il a des choses à dire. Voilà à peu près le scénario de ce cœur de silence. Derrière l'histoire, on a Paul Dini. Paul Dini, si vous avez grandi dans les années 90 et regardé les minicums, vous avez sûrement vu, et aimé Batman aussi, vous avez pu voir justement ce scénariste à l'œuvre, puisque c'est lui qui était à la création de la série Batman The Animated Series. Côté comics, bah, il a toujours quand même tourné autour de cet homme chauve-souris, hein, et voilà,
c'est un type quand même qui compte beaucoup pour le Dark Knight. Un méchant qui s'appelle Silence et qui a des choses à dire. Merci beaucoup de relever ma blague, hein. Je suis très fier d'avoir trouvé ça. Aussi aux côtés du pinceau, donc on a Dustin Nguyen, qui est aussi un spécialiste des protagonistes de Gotham City. Et ces dernières années, il s'est aussi associé à Jeff Lemire pour son diptyque Ascender, Descender. Plutôt l'inverse, Descender, Ascender. Que tout le monde dit que c'est vachement bien, mais les dessins, j'accroche tellement pas que je n'ai jamais lu ce Descender, Ascender de Jeff Lemire. Donc, hop, quelques images. Tac. Ils font ça pratiquement tous les ans avec des séries différentes. Euh, alors là, je sais plus de quoi on parle. Batman, Jeff Lemire. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je vais te laisser me dire ça un petit peu après. Du coup, pour cette série, pour ce cœur, l'édition à 4,90. Oui, pardon. Tout à fait. L'année dernière, c'était le meilleur de DC Comics. Donc on avait le droit à différents titres de... Ah, pas mal de Batman quand même. Et après, bon, on avait le droit du Justice League, du Wonder Woman, du Gotham City Sirens aussi, que sont potoches, pas un grand truc. On avait le White Knight de Sean Murphy, j'en parlerai après aussi. On avait pas mal de titres qui étaient intéressants. Moi, ça m'a permis de découvrir Wonder Woman. J'avais vu le film, j'ai lu Wonder Woman, et en fait, j'ai trouvé que le personnage était super intéressant. J'ai bien aimé ce Wonder Woman, en plus par Greg Rucka, qui est un auteur que j'adore, dont je ne vous ai absolument jamais parlé encore sur cette chaîne. Hein. Je n'ai pas eu de titre de Greg Rucka sorti en France depuis le début de l'année. C'est bien dommage. Mais d'un côté, il n'a rien écrit depuis le début de l'année, Rucka. Ah si, il a dû faire des super-héros, mais je ne sais pas qui. Donc, ce silence. Donc, à l'instar de Star Wars, les personnages ils meurent jamais vraiment. Silence, on avait laissé pour mort dans Batman Silence, qui était sorti l'année dernière dans l'édition à 4,90. Vous voyez, on recolle tout. Et donc, du coup, Silence revient, enfin, il est mort, mais il va mieux depuis. Même s'il est quand même toujours aussi taré. Faut quand même reconnaître, et il en veut toujours à Bruce Wayne. Alors, je déconseille quand même la lecture de ce Cœur de Silence en premier. Hein. Vaut mieux lire Batman Silence, Batman Hush en anglais. C'est mieux parce que ça permet au moins de savoir qui est Silence. On a le droit à pas mal de Catwoman aussi dans ce volume, ça c'est cool parce qu'on aime tous Catwoman. Donc on sent quand même que ce récit rentre dans une continuité d'histoire, puisqu'il y a beaucoup de références qui sont faites un peu aux autres récits Batman qu'on peut trouver, puisque je pense que ça a été publié dans Detective Comics, qui est le fil rouge depuis les années 30 de Batman. On est au 1040e numéro, je crois, de Detective Comics. C'est ça. Donc ce Cœur de Silence a été publié dans le Detective Comics de 846 à 852. Tu n'as pas accroché Batman Silence. Alors, je me souviens de Batman Silence, c'était... C'est vrai que tout le monde dit que c'est un super récit de Batman, c'est vrai que c'est un très bon récit, hein. Ça a mis Batman un peu au bord du précipice, mais comme beaucoup de héros, j'ai pas trouvé que ça sortait de beaucoup d'autres récits de Batman. C'était bien, mais il y a d'autres récits qui sont mieux de Batman. Ce Cœur de Silence, pareil, j'ai entendu du bien. Donc c'est un bon récit de Batman. C'est dans la continuité de Silence. Voilà, c'est bien. Mais il y a mieux. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Voilà, si on a lu le récit original et qu'on a bien aimé, pour 5 euros, ça vaut carrément le coup de lire Cœur de Silence. On se demande quand même toujours, au fur et à mesure du récit, comment va faire Batman pour s'en sortir, parce que son adversaire a toujours deux ou trois coups d'avance. Et les dessins aussi, ils sont au niveau de ce qu'on peut attendre d'un Batman. Et c'est bien. Voilà, c'est de jolis dessins, mais pas au-delà. Et pas au-delà, pourquoi pas au-delà. On va voir tout de suite avec le prochain récit qui s'appelle Arkham Asylum. L'année dernière était sorti un récit Batman, l'asile d'Arkham, que j'avais lu, et là cette fois-ci on a l'asile d'Arkham, mais le titre en anglais, Arkham
Arkham Asylum. Ce n'est pas du tout le même dessin, mêmes dessins, la même histoire. Donc, en termes d'histoire, on a le Joker qui a pris en otage l'asile d'Arkham et qui demande à Batman de venir négocier directement dans l'asile de Gotham. Et en même temps, on a aussi un flashback sur les origines de l'asile d'Arkham, sur son créateur, sur Arkham. Oui, le créateur s'appelle Arkham, donc il a créé son asile, l'asile d'Arkham. Derrière le scénario, on a Grant Morrison. Grant Morrison, c'est quand même un monsieur avec un grand M dans l'univers de DC Comics. Il a fait un petit passage chez Marvel, comme beaucoup de monde. Et puis après, c'est quelques titres indés aussi. The Invisible, qui aurait pas mal influencé les Wachowski pour Matrix. Et après, il a bossé pour DC, il a remis au goût du jour des tonnes de personnages. Il a étendu le multivers de chez DC, le Superman noir, c'est Grant Morrison. Il a iconisé aussi il a bien iconisé Superman, il a travaillé avec Green Lantern, et puis à ses débuts, il a pas mal touché à Batman avec Arkham Asylum. Arkham Asylum qui est sorti en 89 aux États-Unis. Et en tout cas, Dave McKean, lui, c'est un illustrateur qu'on va retrouver surtout sur des couvertures de comics. Sandman, par exemple, qui va être adapté d'ailleurs sur Amazon ou sur Netflix, je ne sais plus. Je n'ai jamais lu Sandman, c'est pas bien. Et il a aussi bossé sur des artbooks de CD, en tant qu'illustrateur, ça fait normal. Après, par contre, rien à voir, il a fait un film, il a composé et interprété un album de musique. Voilà, c'est un artiste. Donc, voici quelques images. Attention, vous allez voir, c'est très très stylisé. On sent tout de suite que que la personne derrière le dessin, c'est un artiste, un graphiste. Donc, je dois dire je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai pris cet asile d'Arkham. Mais en tout cas, je m'attendais absolument pas à ça. C'est complètement dingue. Que ce soit en termes de dessin, les dessins sont souvent des compositions entre la photo et le dessin. Ça me rappelle une BD qui s'appelle Juste un peu de cendre, qui faisait un peu la même chose. On va dire que l'asile d'Arkham est sorti bien avant. Ça donne vraiment un aspect particulier, les dessins sont bien sombres, ce qui permet en fait de faire ressortir les visages qui sont complètement déformés. J'ai mis le Joker, visage du Joker aussi, qui est complètement tordu. Les ombres permettent de bien masquer les personnages aussi, de les mettre en retrait, et à la suite de la lecture, on voit très bien que ce que tout le monde savait déjà, que Batman il a complètement sa place dans l'asile avec tous ses adversaires. Je vais quand même vous montrer des images de la BD, puisqu'elles sont beaucoup plus claires que les images que j'ai pu récupérer sur internet. Enfin, beaucoup plus claires. C'est un petit peu plus clair. Bon, là, il y a un petit contre-jour. Voilà. Si je prends une des cases, hop, dans les premières, hop, voilà, par exemple, cette case-là. Là, j'ai un contre-jour, mais elle est un peu plus claire que les ombres qui sont indiquées. Le asile d'Arkham, là au milieu, on le voit beaucoup mieux, par exemple. Mais oui, comme tu dis, Bob, c'est particulier, ça a l'air de bien marcher, mais complètement par rapport à l'histoire que ça raconte, entre le passé et le présent. Enfin, là, il y a une maîtrise du scénario. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu des genres de cases. La case, justement, en double. Je vais vous mettre une des cases du début. Si j'arrive à trouver, bien évidemment, c'est toujours pareil. Quand on cherche, on trouve pas. Alors, hop, non, pas celle-là, pas celle-là, celle-là. Voilà, on voit en fait que ça se fait sur 3 cases. Et cette narration justement verticale et au milieu un dessin complet ou presque avec une ombre aussi. Voilà, ça marche à fond par rapport à l'histoire que ça raconte. Si on a quelques connaissances basiques de Batman, ça marche. Voilà, il n'y a pas besoin de prendre connaissance. Vous connaissez Batman, vous connaissez le Joker, vous connaissez un petit peu ses antagonistes, ses méchants, ça passe sans problème. Et là, ça coûte 5€. Oui, bon, je parle de prix, d'habitude je parle jamais de prix, mais là, voilà, c'est une collection à 5€ à petit prix. Ouais, c'est à lire, franchement, il n'y a aucun problème.
C'est vraiment pas mal. Batman Arkham Asylum, top. Surtout du côté graphique. Autre super-héros. Enfin, super-héros. Les petits gars, The Boys en anglais, enfin, sur le titre original. Donc, globalement, c'est quand dans un monde dessus avec des super-héros, hein, quand ils déconnent, on fait appel aux petits gars pour venir leur remettre les idées en place, pour leur botter les fesses. Bon. C'est aussi une bande dessinée qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, puisque c'est complètement trash, hein, très violent, et avec du sexe. Voilà. C'est moins de 18 ans, sans problème. Derrière cette idée de milice anti-super-héros, on retrouve le torturé Garcenis. Donc, je vais te répondre, Nico, avant de parler de Garth Ennis. La série est tirée de ses comics. Complètement. Complètement. Je l'ai relu, vu qu'il y a la saison 3 qui est sortie, je me suis dit, tiens, je vais les relire. Et puis, en plus, ça tombe bien, puisque un omnibus est sorti ce mois-ci, là, il y a 2 jours, qui correspond au tome 1 à 3, que j'ai relu. Donc là, c'est le tome 1. J'ai pris le 2 et 3. Donc la série est inspirée des comics, hein, la saison 3. Si vous êtes fan du comics, vous vomissez cette saison 3. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les personnages, les caractères des personnages n'ont rien à voir avec les comics. On va sortir quelques noms, mais c'est tout. C'est aussi moins trash que les comics. La série télé est moins trash que les comics. C'est logique, mais après, ça peut rester une très bonne série télé aussi. Je sais que j'apprécie pas mal, mais il faut dire, hop, les comics, j'oublie. Donc, Garcenis, le créateur de ça, torturé Garcenis. Il est passé sur Judge Dredd et The Punisher, hein, des personnages pas du tout bourrins. Euh, et c'est surtout par Preacher et puis The Boys que Garcenis va obtenir ses lettres de noblesse. Preacher, c'est vraiment sympa aussi. Toujours trash. Surtout dans les situations de Preacher, c'est trash, alors que là, c'est trash pour trash. The Boys. Et Robertson, Larry Robertson, quant à lui, il a fait quelques personnages Marvel, bien évidemment. Il a fait un passage sur la Justice League de DC Comics. Et c'est surtout pour Transmetropolitan et The Boys qui s'est fait vraiment connaître, hein. Et puis il a été, sur ces séries-là en plus, il a été nommé aux Eisner Awards. Voici quelques dessins. Les dessinateurs changent aussi, hein. C'est pas toujours, tous les arcs n'ont pas le même dessinateur. Euh, je pense que sur le dernier arc, on a des dessins différents. Non, je vais pas mettre cette page là, j'essaie juste de chercher. Ouais, si, j'ai mis une dessin, puisqu'on voit saucisse d'amour aussi à un moment. Je pense que j'ai mis saucisse d'amour. Un super-héros russe. Voilà, il est là, ça c'est saucisse d'amour. Regardez bien son entrejambe, hein, ça choque. Enfin, cette BD choque. Donc, du coup, c'est complètement trash, hein, comme je disais. Hein, comme disait Garcinis quand il a fait son pitch de The Boys, plus Preacher que Preachers. Hein. Il y avait Preacher, là on va au-delà. Moins subtil que Preacher. Déjà, Preacher, c'était pas très subtil non plus. Donc, bah, c'est violent, hein, super-héros, ils sont complètement dépravés. Hein. Voilà, on peut le voir sur quelques images. Hein. Mais en tout cas, c'est assez cool de suivre cette bande des petits gars là, défoncés du super-héros. Hein. Ça casse un peu les codes. Surtout qu'on trouve des fois des personnages issus des copies des super-héros classiques. Hein. Le protecteur, Homelander, bah, Superman, la Queen Maeve, Wonder Woman, The Deep, Aquaman. Voilà. Différents personnages qui s'inspirent. On a c'est pas dans celui-là. Dans celui-là, on a un espèce de mélange entre Iron Man et Batman. On a aussi, dans l'autre, on a un passif des X-Men avec les G-Men. Donc, dans ce tome 1, on va découvrir un petit peu l'univers, hein, comment les super-héros existent, tout ça. Dans le tome 2, on rentre plus dans les magouilles des types qui sont derrière tous ces super types. Et dans le tome 3, bah, c'est carrément une orgie de super-héros. Hein. Enfin, on commence par une orgie de super-héros, voilà, tout de suite. Ça met dans l'ambiance. Hein. Et avec aussi un héros qui commence à faire flipper pas mal de monde. Et en fin de ce volume 3, on a aussi des bonus sur les origines story
plus ou moins peut-être inventé des petits gars. Et côté dessin, bah, c'est inégal, hein. Derek Robertson, bah, comme là, sur le dessin là, je suis très content de, voir ses dessins parce que je le trouve au-dessus du lot par rapport aux autres dessinateurs. Voilà, enfin c'est inégal, des fois c'est top comme personne, des fois moins bien, hein. C'est un peu dommage. Même si la plupart des chapitres c'est Robertson au pinceau. Donc l'omnibus, comme je disais, est sorti là il y a 2 jours, le 29, enfin, mercredi. Donc bah, si vous n'avez jamais lu, si vous la série vous a beauté, en tout cas, bah, lisez les origines de la série, hein, de l'inspiration. Voilà pour The Boys. Alors, on avait parlé des super-héros sauvent le monde. Ah là, les petits gars et les super-héros dans The Boys, ils sauvent pas le monde du tout, hein. Ils contrôlent leur image. La suite. La suite, on a un joli titre à rallonge. We only find them when they're dead. Le tome 2. Tome 1, je l'ai lu l'année dernière et je l'ai relu pour là. Rien à voir avec les super-héros. Là, puisque là, nous sommes dans le futur, dans l'espace, l'ultime frontière, où l'humanité survit grâce au désossage de dieux qui apparaissent dans l'espace. La particularité de ces dieux qui apparaissent, bah, c'est qu'ils arrivent morts. Et on va suivre un équipage des méthodes de désossage qui va essayer de retrouver les dieux, les voir vivants. Pourquoi, et aussi de comprendre, surtout comprendre pourquoi ces dieux arrivent à l'état de cadavre. Donc, Al Ewing est au scénario. Il avait fait un passage remarqué sur la série Immortal Hulk et sur un crossover. Non, pardon. Et puis il a bossé quasiment que pour Marvel, avec quelques travaux comme Judge Dredd, Zorro et Doctor Who, par exemple. Et le dessinateur Simone Di Meo, on l'a trouvé sur Power Ranger, édité par iComics, hein, qui fait ça, qui fait ce comics. Et un crossover, je sais pas où ici vous allez le chercher, hein, Power Ranger et Tortue Ninja. Je vais dire pourquoi. Pourquoi pas. Bien sûr, il a fait du Marvel, donc Immortal Hulk d'ailleurs. Je me demande j'ai pas vérifié s'il a fait le même arc que Halloween. Il a fait du Old Man Logan et le passage traditionnel chez DC avec du Batman. Et qui dessinera le prochain spin-off dans l'univers de Sean Murphy du White Knight sur Red Hood. Pour Simone Dimé. Hop, quelques dessins. Enfin, dessins. Moi j'appelle ça des illustrations, hein, parce que c'est du fait à l'ordinateur. Et on dépasse le cadre du dessin, je trouve. Donc après un gros cliffhanger à la fin du tome 1. Oh, attends, je vais te dire un truc là, ton message. Les Tortues Ninja étaient apparus dans Power Rangers dans l'espace, il y a pas mal d'années. C'est encore plus fort que Tortue Ninja Power, le crossover Power Ranger Tortue Ninja. C'est Tortue Ninja Power Rangers de l'espace, ça c'est beau ça, c'est beau. J'adore l'idée. En fait, pourquoi ce crossover Tortue Ninja Power Rangers? Je pense que c'est édité aux États-Unis par le même éditeur, où il peut s'autoriser à faire des crossovers. Comme à tous les Marvel, il peut y avoir les crossovers puisque c'est édité par les mêmes personnes, par Marvel. Et pareil, Batman peut rencontrer Superman puisque c'est édité chez DC. Bah, les auteurs de Power, enfin, l'éditeur de Tortue Ninja et Power Rangers, bah, ils ont fait la même chose, hein. Ils ont dit, nous aussi on peut faire notre crossover, hein. Même pour aller plus loin, DC Comics récemment a fait un mélange entre Watchmen et l'univers Batman parce qu'ils se sont dit Watchmen ça plaît, Batman ça plaît, bah mélangeons les deux. Alors que les deux univers n'ont rien à voir. Bon, j'ai lu. Watchmen c'est mieux. Et Watchmen se termine parfaitement, il n'y a plus besoin de suite. Surtout ça. Donc, We Only Fan Them. Donc on a eu un gros cliffhanger à la fin du tome 1. J'avais super hâte de lire la suite. Sauf que quand on lit la suite, c'est pas la suite. Enfin, ça se passe des années plus tard. C'est une très bonne, c'est une excellente idée. Ça, c'est parce que ça permet de faire encore monter la mayonnaise, de dire hé hé, qu'est-ce qui s'est passé entre cet intervalle de temps déjà, il y a eu un intervalle de temps avant le cliffhanger de 10 ans. Là, on a une vingtaine d'années. Pendant 30 ans, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et à la fin du tome 2, on sait toujours.
Voilà, c'est une super idée sur le papier, mais c'est les réponses, les gars, là. Sinon c'est nul. Voilà. Enfin, non, c'est pas nul. Des histoires indépendamment, le tome 1 était super bien, le tome 2 est super bien, mais on n'a pas de réponse. J'ai l'impression de voir Lost. Dans Lost, on avait plein de questions, on n'a jamais eu de réponse. Bah là, pour l'instant, c'est pareil. J'espère vraiment que dans un tome 3, on aura une réponse au moins à nos questions, au moins la plupart. Parce que là, c'est quand même pas cool, hein, ce qu'ils vous avez fait, les gars. Euh, alors, les dessins, j'aime beaucoup, hein, ça fait très dessin animé. Euh, mais avec un mais, je l'avais dit, j'avais fait un peu la même remarque sur Altered Blood il y a 2 mois. Je trouve que la caméra est souvent trop près des personnages. On a du mal à discerner le. Enfin, on peut pas prendre trop de recul sur ce qui se passe, surtout qu'en plus les caméras, enfin, ce qu'on va appeler la caméra, font un angle des fois un petit peu tordu, un petit peu en dessous, un petit peu, ah, tiens, on voit bien, un petit peu au-dessus. Du coup, on a du mal à se repérer dans l'espace. Et surtout que côté couleur, donc on voit bien que c'est toujours des nuances, hein, on va voir des nuances de rouge, là sur cette page-là par exemple. Euh, bah, sur certaines pages, c'est difficile de discerner le personnage et le fond, sauf sur des scènes de flashback comme ici, où ça va être du rouge et bleu. Donc le rouge sort très bien du fond. Ça passe bien. Donc c'est une super série qui laisse beaucoup trop de questions en suspens. Faut attendre le tome 3 pour savoir ce qui se passe, hein. Le chapitre, la série a repris là, tout récemment aux États-Unis, donc on va mettre encore une petite année pour voir, pour découvrir la suite. Des dessins et des couleurs au top, mais pas toujours lisibles. Donc du coup, c'est disponible chez iComics. J'ai dit que j'en parlerai de iComics. Donc c'est une petite mignon d'édition qui a des titres comme Power Ranger et Tortue Ninja, qui eux ne passent pas par Ulule pour s'en sortir, à l'instar d'autres petits éditeurs. Ils ont une grosse série qui est Lock and Key, qui est publiée éditée aussi chez eux. Hein, très bonne série Lock and Key, qui est écrite par le fils, enfin Joe Hill, qui est le fils de Stephen King. Et je crois qu'il y a The Cape qui est sorti ce mois-ci, un récit de super-héros, mais un super-héros qui va plutôt chercher à se venger, de ce que j'ai cru comprendre. J'ai oublié d'aller lire enfin d'aller voir cette bande dessinée pour voir si je la récupère ou non. Peut-être le mois prochain. Mais le mois prochain, on a déjà un petit paquet qui nous attend. On verra ça. Donc ouais, iComics, c'est une petite maison d'édition qui fait du comics et c'est assez intéressant leur publication. Après voilà, je suis pas fan de Power Rangers ni des Tortues Ninja, donc je suis jamais allé, mais si ça vous intéresse, allez-y, hein. Ils publient et normalement, s'ils commencent à publier, ils vont aller au bout de leur idée. Quoi que je dis ça, j'en sais rien. Effacez cette dernière phrase de votre esprit, j'en sais rien. Je vais pas m'avancer pour eux, hein. C'est pas à moi de le faire. C'est pas me dire oui, t'as menti. Non, non, j'ai rien dit. Voilà, c'est plus simple. Hop, et on passe à la suite. Je regardais ce que c'était, et c'est de retour avec Batman. J'ai voulu faire une espèce de transition à la Batman, le truc qui tourne tout ça, mais c'était trop compliqué à faire. J'ai pas le talent pour. Mais je suis en train de me marrer de faire le douloulouloulou. Faut que je me marre. C'est complètement con, j'ai l'image en tête. Donc, année 1, c'est un récit. Bon, c'est déjà la conclusion, mais bon, c'est un récit ultra culte de Batman. Puisqu'on Batman année 1, on va suivre la première année de Bruce Wayne dans son rôle de justicier. La trad de Power Rangers fait des émissions sur des Super Sentai et Kamen Rider super cool. D'accord, ok. Le trad, pardon. Donc le trad qui est... Ah mais non, mais j'en sais rien parce que c'est pas la bonne dessinée. Excusez-moi. Autant pour moi. Bon bah j'ai rien dit. On va rester sur Batman, hein. Donc on suit les débuts de Bruce Wayne en tant que Batman et en même temps il y a aussi l'arrivée de James Gordon, le futur commissaire Gordon, puisqu'à ce moment-là il est détective, dans la police de Gotham qui va chercher à lutter contre la corruption de la police. Est-ce que je dois présenter Frank Miller, qui est l'auteur de ce Year One, ou année 1? Ouais, on va le faire. Dark Knight Returns, Year One. Daredevil, l'arc sur Daredevil, Born Again, en Renaissance en français. Il a aussi créé le personnage d'Electra. Ça, c'est pour tout ce qui est super héroïque.
Il a fait c'est lui qui a écrit 300, hein, si vous avez vu le film, vous avez lu le livre. Il a fait Sin City, si vous avez vu le film, vous avez lu une partie de la bande dessinée, hein. Je parle du premier film, pas du deuxième. Mais Robert Rodriguez a pris globalement la BD plan par plan pour faire sa série, pour faire son film. Ronin aussi, bon ça j'ai pas accroché, mais il a fait Ronin, c'est assez culte en tout cas, on en parle pas mal. Donc ouais, voilà, le bonhomme il impose quand même, hein. Il pèse. Et à côté, ouais, des petits trucs quoi, comme tu dis, Bob. Et le dessin aussi, il est accompagné par David Mazzucchelli, j'espère que je le prononce bien, à l'italienne. Donc du coup, il l'avait accompagné donc Frank Miller dans le succès de ce année 1 et sur Daredevil Born Again. Et il a aussi après pris pas mal de recul avec l'industrie du comics, il revient de temps en temps pour faire quelques piges, mais voilà, il fait carrément autre chose. Euh, oui, le passage de Daredevil sur Daredevil, Born Again, c'est le récit absolument culte de Daredevil. S'il y a un récit à lire sur ce personnage, c'est Born Again ou Renaissance. Et si vous avez vu la série Netflix Daredevil, la dernière saison s'inspire grandement de l'arc de Frank Miller. Donc je vais vous voici quelques images de ce Batman année 1. Donc qui est sorti quand même en 86-87. Et quand on lit l'histoire, on comprend en fait pourquoi c'est quand même culte, hein. Il y a le parallèle qui est fait avec l'arrivée de Batman et de, enfin oui, de Batman, hein, et de Gordon. Bah, les deux qui sont vraiment en parallèle, ça, franchement, l'histoire, ça fonctionne à fond. On les voit faillibles, hein. C'est pas les super héros qui réussissent tout. Bon, j'ai dit Gordon un super héros, mais c'est pas un super héros, mais bon, c'est vraiment ce Batman-là, c'est un récit vraiment fondateur du Chevalier Noir moderne. Puisque Batman, il a quand même 80 ans, il va être sur sa 81e année cette année. Donc il n'a pas attendu 1985 ou 86 pour exister, il existait bien avant, et ce Year One, finalement, ça crée vraiment. Enfin, c'est culte. C'est culte, c'est maintenant à lire pour les Batman modernes. Et ça passe encore, il y a vraiment une maîtrise dans la narration, hein, et donc pour un récit de 86, ça passe super bien, hein. J'avais déjà dit, par exemple sur les Spider-Man, j'étais pas fan des dessins, là ça marche. Surtout que pour avoir essayé de vous retrouver des images, j'ai retrouvé des images du comics d'origine, donc pas retouché, ça pique un peu les yeux. Là au moins les dessins sont un peu plus, sont lissés à nouveau, enfin c'est mis voilà, sur grand format, c'est bien informatique, ça a été lissé. Donc c'est pas mal ça. On a quand même aussi le droit à une seconde histoire, puisque globalement, Year One, voilà. Year One, ça fait ça. La deuxième histoire, Batman et les monstres, ça fait ça, hein. Donc on voit qu'il y a plus de la deuxième histoire que de la première. Donc cette deuxième histoire, c'est écrit par Wagner. Oui, qui est au scénario et au dessin. Je vois le nom, Dave Stewart qui est déjà à la couleur. Dave Stewart, c'est un coloriste qu'on voit vraiment partout. Il a des Eisner Awards, en veux-tu, en voilà un, et puis il les colorise toujours aujourd'hui, et il était déjà là en 87. C'est dingue. Donc cette deuxième histoire fait suite vraiment direct à Year One, et on s'intéresse elle est pas moins inintéressante, hein, elle est sympatoche, parce que double négation c'était pas terrible. Elle est assez intéressante. Et donc on s'intéresse plus à la vie de Bruce Wayne que de Batman. Disons qu'on voit la vie de Bruce Wayne derrière, et on voit Batman affronter aussi sa première confrontation à Hugo Strange, un docteur. Et on plonge aussi un petit peu plus dans la pègre de Gotham. Donc pour 5 euros, franchement, foncez, hein, sur ce Batman année 1, c'est génial. Hop là. Et passons à la suite. Ouf, nous arrivons au mage. Tac. Retour dans les mondes d'Aran, hein, ça nous avait manqué, hein. Un mois sans monde d'Aran, c'était long. Donc, pour cette histoire, on suit un roi et son armée qui sont en fuite, qui essaient de fuir quelqu'un qui a pris son trône, et qui sont obligés de trouver refuge dans une forteresse au cœur d'un marais. Et dans cette forteresse, il s'est passé
des trucs, on ne sait pas, il s'est passé des trucs, et la nécromancienne du roi va enquêter un petit peu, va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Puisque dans les terres d'Aran, tous les mages doivent être associés à un roi, et donc la nécromancienne, Pelkan, est associée à son roi, même s'il enfuit, toujours associé à lui. J'avais déjà parlé de Cordurier, hein, de Sylvain Cordurier, puisqu'il avait déjà il a fait le dernier, il a scénarisé le dernier volume des orques, et des orques plein, pardon. Il a écrit de la SF avec Artiborea, de la fantasy sur les maîtres inquisiteurs, il a fait 3 tomes. Ravermoon aussi, en niveau fantasy. Et puis il a fait du Sherlock Holmes avec une touche de fantastique. Et le dessinateur Lafitte, il a un parcours un peu plus atypique, puisqu'il est décorateur de théâtre à la base. Et ça fait ces dernières années, il est revenu quand même bosser sur la bande dessinée. Donc on l'a vu sur du Sherlock Holmes, sur du Maître Inquisiteur et sur ce match. Bon, les dessins, les voici. Donc, il y a beaucoup donc. Le look de Belkan, voilà, on peut voir encore, il est super stylé, donc le personnage, j'avais de grosses attentes avec ce personnage, hein. Et j'aurais été déçu que l'histoire elle soit à la hauteur, et en fait l'histoire, non, elle est vraiment bien, elle est vraiment très très bien, on est dans le haut du panier de chez des mondes d'Aran, des mondes d'Aquilon, pardon, des terres d'Aran, mais des mondes d'Aquilon, hein. Mondes d'Aquilon, c'est ça, hein, les mondes terres d'Aran, terre d'Ogon, monde d'Aquilon. Et nous, on se situe à peu près dans l'histoire, se situe par là. Alors cette histoire, elle se lit relativement vite, mais elle est très agréable. Et à la fin, on a dit comme toujours, on a dit mais je veux revoir ce personnage. Comme souvent, j'aime à penser qu'il va y avoir à un moment un crossover gigantesque. Il est plus ou moins prévu avec les Gardaran, je pense. Mais à un endroit où on va revoir tous ces mages, tous ces trucs, parce que il se passe des choses. Voilà, il y a des choses qui se passent en arrière-plan. Les mages ont des plans. Mais pour l'instant, on voit des pions en place, on ne sait pas où ça nous mène. On aura peut-être une réponse d'ici 2-3 ans, oui. J'imagine loin, hein, parce que Gardaran, j'imagine un tome aller soit tous les 3 mois si c'est dessiné par d'autres personnes. Si c'est le même dessinateur, ce sera un par an, donc ça va mettre du temps. Donc voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour on saura s'il y a un gros crossover, si la série marche toujours. La série marche toujours. Fais pas ça. On verra bien. Bah oui, c'était tout ce que j'avais écrit. Les dessins aussi, ils sont quand même dans une moyenne haute de chez Soleil, hein. Enfin dans les mondes d'Aquilon. Parce que c'est la réflexion que j'ai faite avec un collègue. Les dessins, bon oui forcément, des fois ils sont moins bien, des fois ils sont mieux, mais on est quand même, je trouve, dans de la moyenne. Quand je dis dans la moyenne, c'est haute, c'est la moyenne pour les mondes d'Aquilon, parce que les mondes d'Aquilon sont dans une moyenne rapport au monde de la bande dessinée, par rapport à ce que je lis et ce que j'ai. Là on est quand même, on tape très très haut avec les mondes d'Aquilon, et là on est dans une moyenne haute. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est sorti ce mois-ci, en même temps qu'un autre volume d'Orques et Gobelins que je n'ai pas lu, dont je vous parlerai le mois prochain. Il est derrière, hein, en attente de lecture. Bientôt. Et je vous en parlerai le mois prochain. Bien derrière toi. Ensuite, hop, retour avec le Chevalier Noir, avec ce Batman sombre au reflet. Donc on a le droit, au fil de tous les chapitres, à différentes enquêtes de Batman, surtout de Batman, hein, et avec le retour du fils de James Gordon à Gotham City. Ça, je vous dis, j'ignorais, hein, mais le fils Gordon, il est quand même pas. Il s'est passé des choses avec lui quand il était plus jeune. J'ignorais, donc le retour du film. Le scénariste derrière cette histoire, c'est Scott Snyder. Donc, il a commencé quand même s'il s'est fait bien remarquer avec American Vampire, un Eisner Award à la clé d'ailleurs. Quand il a commencé, c'est quand même son nom, il va être associé à Gotham City pendant très longtemps parce qu'il a chapeauté depuis ces dernières années quand même Batman et compagnie, hein, Nightwing, je passe. Je ne vais pas tous les faire parce que je vais les manquer et je vais sûrement les oublier. Et je les ai déjà oubliés. Enfin, il a travaillé à Gotham City longtemps. Et donc du coup, c'est pour ça que son nom va rester associé à Batman pendant longtemps.
Et les dessinateurs Jock et Francesco Francavilla, et ben, ils ont fait le parcours classique Marvel DC. Je n'ai pas noté de trucs particuliers chez eux, ils ont bossé sur plein de super. Quelques dessins, hop. Pareil, hein, bon, c'est dans la moyenne des dessins de super-héros Batman. Donc déjà par rapport aux autres récits Batman que j'ai pu présenter, celui-ci va quand même nécessiter des connaissances sur l'univers. Déjà sur la famille Gordon, je disais, son fils revient, on voit beaucoup ça, Barbara Gordon dans un fauteuil. Si vous connaissez l'univers, vous savez pourquoi qu'elle est dans un fauteuil, quel rôle elle joue. Hein. C'est l'oracle hein, que vous pouvez avoir des fois dans l'oreille dans les jeux Batman. Et puis quelques Batman aussi dans son oreille. Batman, dans ces volumes-là, ce n'est pas Bruce Wayne. Bruce Wayne est parti en vacances. Non, c'est pas Tim Drake, c'est Dick Grayson qui incarne Batman. Dick Grayson qui est Nightwing, qui a ensuite du coup aussi repris le rôle de Batman. C'était le premier Robin. On rencontre aussi Tim Drake qui est le troisième Robin et c'est aussi Red Robin. Ouais, là c'est vraiment une histoire de famille. Hein. Je passe sur le deuxième Robin dont on ne parle pas dans ce volume-là. Donc, par rapport à la famille Gordon, euh, faut lire année 1 avant, c'est mieux. C'est mieux puisque il y a beaucoup de références qui sont faites à ce Year One. Ça tombe bien. Il est édité dans la même collection, le meilleur de Batman à 90, 5 euros. Donc on a le droit dans celui-là à un antagonisme par chapitre, avec un fil rouge au fond, et dans les chapitres on a la résolution de ce fil rouge. Donc nickel. Et il y a quand même, voilà, le début m'a pas passionné, comme souvent, hein, bon, j'ai mis du temps à rentrer dans les histoires, mais au fur et à mesure la tension monte, et à la fin on fait. Il est quelle heure là? Ouais, je finis. Je finis parce que la hype elle monte et ça rend le truc super. C'est vraiment. Voilà, on monte crescendo jusqu'au climax à la fin et c'est vraiment super cool. Ça nécessite quelques connaissances avant, que je vous ai faites un petit peu, et puis sinon après au pire il y a Wikipédia s'ils avaient des grosses questions. Puisque les antagonistes, eux, on les connaissait pas. Je ne les connaissais pas d'avant en tout cas et ça ne m'a pas dérangé. Pour parler de la collection quand même du meilleur de Batman sur les titres qui sont sortis. Donc là c'est ce que j'ai lu, donc après à vous de voir si vous avez envie de les lire ou non, hein, même si je conseille quand même Arkham Asylum et Année 1. On a dans cette collection The Dark Knight Returns de Frank Miller, hein, dont j'avais pas parlé un petit peu plus tôt. C'est pour moi le meilleur récit de Batman que j'ai pu lire. C'est absolument fantastique, c'est génial. On a un Batman vieillissant et qui a arrêté d'être Batman, qui est rongé par. Il a envie de revenir, il a envie de revenir, et on voit ce retour. Bon, je spoil un petit peu, mais c'est à l'issue du premier chapitre, on le sait. C'est découpé en 3 parties et non, c'est franchement génial. Lisez Dark Knight Returns et en plus vous l'avez pour 5 euros seulement. Non, je me suis l'impression d'être Père Belmar. Et oui, ça, Simone, pour 5 euros, c'est pas fantastique. J'imite très mal, je le sais. Donc on a année 1, Arkham Asylum dont j'ai parlé. On a un Batman Adventures qui reprend un peu le style graphique de la série animée. Tous les titres sont pas mal, même si bon, tous ne se valent pas. Mais j'ai pas lu, cela m'attirait moins. On a un Batman, le fils de Batman. Enfin, on a que du Batman, de toute façon, pas la peine de répéter. Donc on a le fils de Batman qui est sorti aussi. Le cœur de silence, j'en ai parlé. On a Batman Terre 1. Là, j'ai eu des avis partagés. Beaucoup disent que c'est très bien. Il y en a un qui dit c'est nul à chier. Un peu comme ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Ah non, pardon, c'est Terre 1 ou année 0? Ah, je ne sais plus. Non, c'est année 0. Terre 1 c'est pas mal. C'est année 0 qui est sorti aussi. Qui a priori qui divise un petit peu. On a Batman Sombre Reflet. Et on termine aussi avec Batman Curse of the White Knight, qui est la suite de Batman White Knight, qui était sorti l'année dernière dans la collection Le meilleur de DC. Donc c'est Sean Murphy qui reprend le personnage et qui recrée toute une histoire un petit peu avec le Joker, tout ça. Et le White Knight était vraiment très bien. Curse of White Knight, c'est un petit peu moins bien, mais c'est quand même c'est pas mal, quand même. Entre temps, il a fait aussi un seul, enfin White Knight Presents sur Harley Quinn, une histoire qui est dessinée aussi par celui qui dessine dans Black Science, Matteo Scalera. Et j'aime beaucoup ses dessins, donc du coup j'ai bien aimé son Harley Quinn. Et là, il y a actuellement aux États-Unis un White Knight 3 qui sort.
tout dans une continuité, et c'est vraiment pas mal, hein, White Knight. Une petite duo Joker-Batman. On aime bien le Joker, donc du coup, White Knight est pas mal. Voilà un peu ce qu'on peut trouver dans cette collection, le meilleur de Batman. Et on va terminer par quelque chose qui a lieu tous les mois. Mais vous vous demandez sûrement où est-ce qu'il était passé. Bah le voici, Vigilante My Hero Academia Illegals. Je vous présente les titres dans l'ordre dans lequel je les ai lus ce mois-ci. Et celui-là, bah, c'était le tout dernier que j'ai lu. Il a failli passer. Il a failli pas y avoir de My Hero Academia ce mois-ci. Mais non, il est là. Euh, donc du coup, My Hero Academia, bon, voyez les épisodes précédents pour l'histoire, hein, de ces super-héros. Toujours, par contre, on reste là-dedans. Illegal, c'est un spin-off de la série mère, hein, et c'est scénarisé par Hideyuki Furuhashi et dessiné par Beto. Voici les dessins. Donc, il est un peu comme d'habitude, hein, pour ce Vigilante. Les débuts d'arc, ils m'emballent pas. J'arrive pas à arrêter tous ces débuts d'arc. C'est pas ce que j'attends d'un shonen, c'est un peu mou. Je sais pas. Et à un moment, les auteurs qui trouvent un petit twist, et ça marche. Et là, tu fais, ah, bon, bah, la suite. Et voilà, d'un coup, ça m'emballe, et ouais, mais alors que le début d'arc, jamais. Dans ce volume, on a la résolution de l'arc précédent qui était un flashback. Bon, le flashback, c'était sur un super-héros, un prof de la série principale. Bon, voilà, c'était un petit peu téléphoné, on avait vu le twist bien venir bien avant la fin. Bon, voilà, c'était pas terrible. Le début de l'arc suivant, pas terrible. Et la fin de l'arc, fin de ce volume, ouais, bien, bien, bien. Et a priori, on se dirige vers, c'est le dernier arc, en tout cas. Et vu que les auteurs ont annoncé qu'il n'y aurait que 15 albums, bah, il ne nous reste plus que 6 avant la fin. Et voici, c'était ce titre qui conclut cette unique BD du mois de juin. Hop, on va repasser sur les rangs principales. Donc, le mois prochain sera lieu. Je vous parlerai des BD lus en juillet. Je vous en parlerai le 5 août. Puisqu'il y a déjà toute cette pile là qui m'attend à lire, hein. J'ai un petit peu de retard ce mois-ci, pas mal de choses. La chance que j'ai, c'est qu'à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août, il n'y a plus de sorties littéraires, que ce soit des livres, même des BD comics. Donc du coup, j'aurai le temps de rattraper. J'ai des vacances qui traînent, mais j'aurai le temps de rattraper tout ça. On aura, en plus, elles sont cool, on aura moins de super-héros, plus de bandes dessinées, des choses surprenantes même pour moi. Donc un peu hâte de lire tout ça et de vous les présenter le mois prochain. Sur ce, ben, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une bonne soirée avec l'annonce des prochains jeux du Kitsune Dungeon. Vous souhaitez un bon week-end, un bon mois et des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Pensez à vous hydrater. Allez, des bisous, ciao ciao, merci encore d'avoir regardé.